Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable. Salut Thomas. Salut Alix. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on parle d'un sujet en apparence technique, mais en réalité politique et démocratique, la mesure de l'impact. Alors des tensions sociales, des reculs écologiques et des budgets de plus en plus contraints, une question devient centrale. Comment savoir ce qui marche vraiment? Mesurer, comparer, objectiver, non pas pour cocher des cases, mais pour éclairer les décisions. Pour en parler, For Good accueille Elisa Madavi, directrice RSE chez Enedis, acteur clé de la distribution d'électricité en France, première entreprise à mission du secteur de l'énergie en France. Marine Lefebvre est également sur ce plateau, directrice de l'engagement des entreprises de FAS, la fondation Agir contre l'exclusion, un réseau de plus de 5000 entreprises engagées pour l'inclusion. FAS mesure l'impact social de ses actions sur le terrain. Magali Leretaille est également sur ce plateau, responsable de l'Impact Score au sein du mouvement Impact France, un outil qui permet à des milliers d'organisations de s'auto-évaluer sur leur impact social et écologique. Bienvenue à toutes les trois, merci d'avoir répondu présente. Au sommaire de cette émission, pendant longtemps, on a piloté nos économies avec un indicateur simple, la performance financière. Mais aujourd'hui, ce cadre ne suffit plus. Impact environnemental, cohésion sociale, utilité réelle, ce qui compte vraiment dépasse largement les seuls résultats économiques. Une nouvelle exigence émerge alors, mesurer l'impact réel des actions. Mais mesurer quoi exactement? Et puis, est-ce que mesurer, ça transforme vraiment? C'est le thème de cette émission. Dans le pour ou contre, nos invités se positionneront face à cette affirmation. On mesure de plus en plus l'impact, mais on ne mesure pas encore ce qui compte vraiment. Et enfin, dans le pari d'avenir, chacune partagera chacun une initiative, un outil ou une actualité qui l'inspire. C'est parti pour une nouvelle émission. Et comme à chaque fois, on commence cette émission avec ton édito, Thomas, et tu nous dis que le reporting n'a jamais été aussi dense. Et oui, on mesure de plus en plus des données avec des indicateurs et on fait beaucoup de reporting. Mais une question, à mon sens, reste largement ouverte. Est-ce que ce que l'on compte est ce qui compte vraiment? Ou est-ce que ce que l'on compte, c'est ce qui est le plus facile à mesurer? Et tout ça est très important parce que derrière, on prend des décisions qui font qu'on peut décider des choses prioritaires alors qu'en fait, il y a derrière des choses moins visibles qui sont éminemment importantes. Le vrai problème aujourd'hui est peut-être pas tant le manque de données que le choix des indicateurs initiaux qui font que l'on peut s'organiser ensuite pour bien collecter ces données. Pendant des décennies, on l'a évoqué dès le lancement, hein, on a piloté avec un indicateur dominant, celui qui est autour de la performance financière. Alors aujourd'hui, on a ajouté moult indicateurs dits extra-financiers, mais souvent sans vraiment changer le tableau de bord. C'est-à-dire qu'on est venu associer d'autres compteurs à côté, Oui. mais en gardant des silos, en silotant la finance, le social, l'environnemental. Résultat, les décisions continuent de privilégier souvent le court terme et manquent de synergie. Et alors aujourd'hui, justement, est-ce que les indicateurs qui existent influencent vraiment les décisions stratégiques selon toi? Alors un point important, un second point important, c'est que mesurer ce qui compte vraiment, c'est aussi mesurer des interrelations entre différentes dimensions, d'où l'idée de silos qui sont problématiques. Ce qui peut faire, à mon sens, la différence aujourd'hui, ce sont ces indicateurs, par exemple, croisés, comme on pourrait évoquer le chiffre d'affaires rapporté à la tonne de CO2, à la tonne de carbone. On ne peut plus dissocier l'économique de l'environnemental. On pourrait parler aussi parfois d'indicateurs du type mesurer la part du chiffre d'affaires qui contribue activement à la résolution d'enjeux sociétaux, ou à l'inverse, et c'est beaucoup plus dérangeant, quelle est la part du chiffre d'affaires qui détruit de la valeur sociale et ou environnementale pour créer de la valeur financière. Alors ces indicateurs-là, évidemment, sont plus inconfortables, parfois plus difficiles à mesurer, mais parfois très intéressants. Sur un volet très social, je prendrai un autre exemple, celui qui viserait à corréler l'épanouissement par le travail et l'absentéisme au travail. C'est quelque chose que l'on fait chez Norcis qui marche très bien et qui peut révéler parfois que la santé mentale devient un indicateur de performance globale pour les organisations. Peut-être aussi partir davantage des bénéficiaires directs des politiques d'engagement sociétal, des politiques business aussi des entreprises. Salariés, clients, fournisseurs, partenaires, ce sont eux en réalité qui définissent s'il y a impact ou pas à travers les stratégies de nos entreprises. Un dernier point, changer d'échelle. Mesurer l'impact, ce n'est pas qu'à l'échelle d'une organisation dans son silo à elle, c'est aussi le fait d'œuvres collectives qui font que, par exemple, on pourrait mesurer à l'échelle d'une filière ou d'un écosystème la capacité à générer des impacts positifs. C'est une des propositions des nouveaux standards de B Corp qui viennent de paraître. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des aspects de l'activité économique qui sont difficiles à mesurer? Alors un angle mort majeur parmi d'autres, mais majeur à mon sens, c'est celui des coûts cachés ou des bénéfices invisibles. On pourrait le prendre plus positivement. C'est le troisième point clé. Ce que l'on mesure ne finit pas toujours
finalement par être bien identifiées. Les pollutions des eaux, des sols, des problématiques de santé mentale, d'exclusion, de décrochage, par exemple, parmi certains pans de la population. Pourquoi donc a-t-on tant de mal à traiter les problèmes à la source plutôt que de venir colmater des brèches? Eh bien, sans doute parce que les coûts sont très diffus, parce que les bénéfices de la prévention sont partagés, donc nécessairement moins visibles dans un compte d'exploitation de résultats. C'est bien dommage parce que ce qu'on mesure autrement, c'est que, par exemple, dans le cas des travaux d'impact France, lorsqu'on est capable d'aller chercher de la donnée là-dessus, on voit qu'un groupe comme La Poste est capable d'éviter 1,1 milliard de dépenses publiques en ayant des politiques d'emploi pour les jeunes, pour les personnes moins jeunes, éloignées de l'emploi, qui font que la collectivité derrière a moins besoin de mener des politiques d'envergure. Un autre exemple récent qui m'a marqué, c'est Unicité, cette association à l'origine du service civique, qui explique non seulement qu'un euro investi dans son projet, c'est 1,92 € de valeur créée pour la société, et peut-être plus important encore, et j'y reviendrai plus tard dans l'émission, l'impact que cela a sur la démocratie, parce que les jeunes qui passent par le service civique aujourd'hui sont 2 fois plus engagés en termes de citoyenneté. 55% d'entre eux se sentent davantage appartenir à une communauté de destin national. C'est absolument majeur. Alors on parle ici de bénéfices sociaux, démocratiques, mesurables, mais qui restent pourtant très largement invisibles dans les décisions économiques. Et alors pourquoi est-ce que ces coûts évités et ces bénéfices collectifs comptent si peu dans les décisions? Bien, parce que mesurer l'impact, ce n'est pas que du reporting, c'est aussi choisir ce que l'on veut rendre visible. Et quand c'est inconfortable, évidemment, c'est plus complexe. Il faut changer les indicateurs et souvent, cela veut dire déplacer les priorités, révéler des angles morts et parfois remettre en cause tout un modèle, ce qui évidemment pose plein de difficultés quand on pilote opérationnellement une organisation, a fortiori une entreprise. Moi, je finirai en disant que dis-moi ce que tu mesures et je te dirai ce que tu considères vraiment comme étant important. Merci beaucoup Thomas, merci d'avoir posé le décor. On va évidemment y revenir tout au long de cette émission. C'est parti pour la prochaine séquence. Et cette séquence découle naturellement de l'édito de Thomas. Pour ou contre, mesdames, on mesure de plus en plus l'impact, mais on ne mesure pas encore ce qui compte vraiment. D'un mot chacune pour commencer, pour ou contre? Et je dirais et pour et contre, et je vous expliquerai pourquoi. Bon, Ça commence bien. Plutôt contre, ça dépend de qui et du périmètre. Allez, on dit contre. Et tu ça. Alors, vous avez dit contre et pour. Moi, je dirais pour et contre. Et j'expliquerai bien. pourquoi. Toujours plus de nuances. Je Thomas. serai le seul pour cette affirmation, comme ça on va enrichir Merci Thomas. Eh bien, vous pouvez commencer à plaider. Très bien. Alors, je commence ma plaidoirie alors, en partant de d'où je viens, à savoir la Fondation FACE, évidemment, Oui. puisque pour nous, la mesure de l'impact, elle est au cœur de notre quotidien, dans l'évaluation de nos activités au long cours, et même également au cœur de notre engagement collectif, puisqu'on vient tout juste de contribuer à un rapport intitulé « S'évaluer pour mieux agir » sous le pilotage de l'Impact Tank, qui nous permet du coup de contribuer à faire progresser les pratiques dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, je dirais que oui, dans le secteur de l'ESS, les outils sont là, les méthodes existent. On est en capacité de mesurer l'impact, mais on sait très bien mesurer certaines choses dans le secteur de l'intérêt général et de l'inclusion de manière plus globale. Mais il y a des angles morts. Alors oui, on sait mesurer à titre d'exemple le nombre de personnes qu'on accompagne, leur taux de retour à l'emploi, le taux de retour à la formation. C'est évidemment ça le nerf de la guerre, en tout cas de la nôtre. C'est factuel, c'est essentiel. Mais ma conviction, c'est qu'on peut aller encore plus loin, mais ça nécessite du temps. On peut aller encore plus loin pour essayer d'évaluer la manière dont les acteurs de l'intérêt général, tels que FACE, mais on n'est pas les seuls à le faire évidemment, vont participer à transformer des parcours de vie et des trajectoires de vie chez les personnes qu'on accompagne. Et ça me semble essentiel. Quand je parle de contribuer à modifier des parcours de vie, je parle de reprise de confiance en soi, je parle de retour à l'autonomie dans sa recherche d'emploi, je parle de capacité à se projeter à nouveau dans son projet professionnel. Et ça, c'est pas forcément toujours des choses qui rentrent pile poil dans des tableurs Excel ou qui sont 100% représentées par des indicateurs annuels. Et c'est la raison pour laquelle chez FACE, alors on fait de la mesure d'impact dans nos programmes depuis évidemment très longtemps, et évidemment, mais on a décidé il y a maintenant 2 ans de se lancer dans une démarche de mesure d'impact qui est beaucoup plus holistique et globale, de manière à pouvoir éprouver notre modèle, à savoir essayer de voir si l'intuition qui a permis la création de FACE il y a maintenant 30 ans, à savoir l'engagement de l'entreprise via ses collaborateurs qui s'engagent en mécénat de compétences auprès des publics qu'on accompagne, transforme vraiment la manière dont on propose un accompagnement social et dont on accompagne les personnes en situation d'exclusion qui passent chez FACE. Est-ce que vous mesurez par exemple comment ces personnes qui accompagnent, qui sont issues du monde de l'entreprise, évoluent dans leur perception
à d'autres personnalités qu'ils ont en face, à d'autres parcours de vie, une forme d'empathie, de tolérance, etc. Vous mesurez ce genre de choses? Absolument, c'est ce qu'on tâche de faire depuis maintenant 2 ans, de voir dans quelle mesure le fait d'être accompagné non pas uniquement par un travailleur social, un expert, mais également d'être entouré par un vivier de collaborateurs d'entreprise qui s'engagent de manière ponctuelle ou sur le plus long terme via des programmes de mentorat, de coaching auprès des personnes en situation d'exclusion qu'on accompagne, change la donne. Et oui, on le voit, on le mesure. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que c'est changeant, évidemment, c'est transformant pour les personnes qu'on accompagne, qui sont évidemment le bénéficiaire direct. Le bénéficiaire direct et le plus important pour nous, évidemment. Mais il y a aussi un cercle vertueux qui se met en place et qui vient également être très bénéfique pour le collaborateur d'entreprise qui s'engage. Au final, on ne sait jamais trop qui en ressort finalement le plus gagnant. Est-ce que c'est le bénéficiaire? Est-ce que c'est le collaborateur d'entreprise qui, grâce à son entreprise, a pu prendre du temps pour s'engager? Et on voit qu'on va travailler là des notions de fierté, de retour de sens au travail, de fierté d'appartenance à l'entreprise, qui sont vraiment très très fortes, et même de développement des compétences ou encore d'enrichissement de son réseau professionnel. Donc on voit bien que l'engagement crée un cercle qui est véritablement vertueux et qui produit un impact qu'on n'attendait pas forcément et qui n'était pas celui qu'on allait chercher en premier lieu. Mon propos, du coup, peut-être pour finir, est de dire que on a tout ce qu'il faut pour le faire aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à créer des coalitions entre entreprises qui s'engagent, entre acteurs qui accompagnent des personnes en situation d'exclusion, qui laissent le temps au temps et qui acceptent aussi que cette mesure de l'impact, on a l'écume, qui est facile à voir, qui est peut-être celle qui est la plus sexy. Tu mentionnais, Thomas, la nécessité de pouvoir faire la distinction entre communication et mesure d'impact. Oui, la mesure d'impact n'a pas vocation à montrer uniquement ce qu'on veut faire voir, c'est clair. Donc il faut être prêt aussi à assumer éventuellement un revers de médaille qui n'est pas forcément glorieux vis-à-vis d'une entreprise partenaire à qui on a envie de montrer qu'on fait bien les choses, c'est évident. Mais je pense que ça peut aussi donner lieu à des coalitions, à des partenariats qui sont extrêmement vertueux. Et dès lors qu'on parle de co-construction d'indicateurs avec l'entreprise pour vraiment se mettre d'accord sur ce qu'on va aller évaluer et être prêt aussi à en assumer collectivement les conséquences. Et j'aimerais aussi finir en parlant du temps et de la nécessité de pouvoir aussi penser des collaborations sur le long terme, d'arrêter ces collaborations qui sont essentielles, mais c'est-à-dire des partenariats d'1 an. Avec énormément de reporting. Pensons le temps plus long, créons des collaborations pluriannuelles pour laisser le temps au temps et de manière à pouvoir aussi permettre à des acteurs comme la Fondation Agir contre l'exclusion de pouvoir aller évaluer en dessous de l'écume les transformations profondes qu'on a la capacité de générer. Merci Marine. Magali. Alors moi, je disais plutôt contre parce que je pense que depuis un certain nombre d'années maintenant, 10, 15, peut-être 20 ans même, il y a des cadres, des méthodologies qui sont vraiment éprouvées. On peut parler du bilan carbone qui commence à vraiment se démocratiser, qui mesure des choses qui comptent vraiment. Comme vous disiez Thomas, ça peut être, je prends l'exemple du bilan carbone ou des SBTI, mais ça peut être aussi le cas dans l'impact score par exemple. On évoquait les indicateurs croisés. C'est vrai que dans l'impact score, typiquement, on demande le ratio entre le chiffre d'affaires et les émissions carbone, sur les sujets de part du chiffre d'affaires qui produisent un impact positif direct sur la société. C'est des choses qu'on va questionner, qu'on va évaluer. Et pour moi, ça fait partie de ce qui compte vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et c'est le cas d'Enedis qui est autour de la table aussi, sur ces démarches d'aller se questionner sincèrement et en transparence sur ce qu'on fait et assumer en fait à la fois ce qu'on fait de bien et puis ce qu'on fait de moins bien. Et donc je pense que cette sincérité, elle sert à évaluer de manière réelle l'impact. Et après, c'est ce qu'on voit aussi au sein d'Impact France, c'est que cette mesure de l'impact, elle est de plus en plus démocratisée. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se prêtent à l'exercice parce qu'elles prennent conscience de quels sont les enjeux business qui pèsent sur leur entreprise face à l'urgence climatique et sociale. Et puis après, bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Moi, je pense que la grande différence, c'est quand on fait de la mesure d'impact, qui est du reporting pur et dur, qui est faite pour rendre compte à des parties prenantes, on va peut-être moins mesurer ce qui compte vraiment que quand on le fait pour soi, pour être dans une démarche de progression, d'identifier les leviers d'action, et c'est ça qui est important in fine. Donc je pense que c'est pour ça que je disais que ça dépend du périmètre et de qui le fait aussi.
Elisa. Alors, je vais avoir un complément d'information par rapport à ce que vous avez dit. En fait, je trouve que quand on dit on mesure de plus en plus l'impact, oui. C'est pas tout à fait vrai. Ou alors on peut aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, je trouve que on mesure, on a des indicateurs de performance, même en RSE, on mesure un résultat, on mesure moins une conséquence. Et la raison, c'est une raison temporelle. On ne peut pas, en un an, voir quelle est la conséquence, quel est l'impact sur des choses très positives qu'on fait notamment à Enedis avec les associations, parce qu'on est partenaire de FAS, mais on a d'autres partenariats également. Et donc, on est devenu assez fort, et c'est très bien, sur la performance, la mesure d'un résultat, par exemple le bilan de carbone. Mais si on voulait vraiment mesurer l'impact, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de mesurer les émissions évitées, c'est-à-dire l'impact que nos actions ont sur les autres, sur la planète, sur l'environnement, de dire voilà, combien on fait éviter l'émission. Sur toutes les actions sociales, sociétales, vous avez donné aussi l'exemple du mentorat. Donc là-dessus, Enedis est engagé dans le mentorat depuis 2022-2023. Aujourd'hui, je pense qu'on est une des premières entreprises à pouvoir dire que 1% de nos effectifs sont engagés dans le mentorat externe. Donc, ils accompagnent les jeunes dans leur insertion à l'emploi, dans leur recherche de l'emploi. Et quel impact, justement, quel bénéfice pour vos salariés? Alors, pour les salariés, oui, on peut très bien, on fait des enquêtes, ils se sentent utiles, etc. Donc l'impact interne est très bien et on peut mesurer par des sondages et on le fait. C'est performant de dire chaque année, on avait commencé à 300 mentors, 300, 400, 410, mais ce que d'ailleurs, même le comité de mission, parce que comme vous l'avez dit, on est une entreprise à mission, nous demande de faire, et on commence à travailler avec les associations pour le mesurer en disant, ça donne quoi auprès des jeunes? Vous avez accompagné plus de 400 000 jeunes, c'est Enedis, mais c'est quoi alors? Combien ont trouvé de l'emploi, etc. Et ça, c'est un travail qu'on fait, c'est pas sur étagère, c'est un travail qu'on fait avec les associations, par exemple, et on a réussi cette année avec l'association NQT, de dire depuis 2019, on a accompagné plus de 1000 jeunes. Parmi les 1000 jeunes, il y a 850 qui ont trouvé de l'emploi. Ça, c'est une mesure d'impact, en fait. Donc, et pas la performance de dire cette année j'avais 470 mentors, demain peut-être l'année prochaine j'aurai. Mais ça c'est un fait, 500, c'est pas un impact. Exactement, c'est la différence. Exactement, c'est un fait. Ça montre une telle performance parce que il faut aussi communiquer sur le bienfait du mentorat en interne. Mais quand on parle de l'impact, en tout cas la raison d'être d'une entreprise à mission, c'est d'avoir un impact au-delà de son périmètre d'activité, que ça soit sur la société, sur l'environnement. Et on voit bien que on commence petit à petit, avec en tout cas sur des mesures sociales, à le faire avec les associations. Et voilà, et c'est très bien. Donc, j'avais dit... clairement, ne disons pas qu'on mesure de plus en plus l'impact. La volonté est là, mais je pense qu'on est encore trop, même en RSE, sur l'indicateur de performance financier. Évidemment, j'en parle pas parce que ça fait partie de mainstream. Mais même en RSE, attention, ne mesurons pas que la performance, mesurons aussi l'impact. Et alors justement, chez Enedis, vous avez fait le choix de l'impact score. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus que les outils RSE classiques? Écoutez, on a commencé à regarder les outils à partir de 2023, quand nous sommes passés entreprise à mission pour évaluer notre RSE, notre impact, sachant que déjà dès 2021, Enedis avait ancré dans sa politique de responsabilité sociétale et environnementale sa volonté d'être reconnu comme un service public à impact positif pour la planète, les femmes, les hommes et les territoires. Avec le passage en entreprise à mission, on a souhaité voir en fait un référentiel, un outil qu'on pouvait avoir à notre disposition pour explorer les différentes dimensions, en tout cas mesurer l'impact de nos actions sociales, sociétales, environnementales.
Et quand on regarde en fait sur le marché, la plupart des évaluations ce qu'on appelle extra-financières pour les entreprises sont à destination des investisseurs financiers les plus crédibles. Je pourrais vous les nommer, ça, CDP, Sustainalytics, MSCI, SAM, ceux que j'ai traités dans mes anciennes fonctions. Et la plupart du temps, ils mesurent un risque pour voir les investisseurs qui veulent investir dans des sociétés cotées, que ce soit les actions cotées ou la dette cotée. Et ce n'est pas vraiment audible pour les parties prenantes d'une entreprise, en tout cas, et sur les salariés. Enedis a une entreprise de terrain, on a des salariés opérationnels, et on cherchait en fait quelque chose qui soit compréhensible, une évaluation qui soit compréhensible par nos salariés. Et on a trouvé que les autres étaient un peu loin de notre ADN. Et avec l'Impact France, on pouvait aussi bien mesurer les impacts évidemment écologiques et sociaux, mais on parlait aussi de partage de la valeur, de partage de pouvoir. On est une entreprise qui a une forte dimension sociale. Le dialogue de social y est présent avec plusieurs accords tous les ans. Donc tout ça, ça nous parlait en fait, et qu'on vous disait que avec l'Impact Score, on pouvait mieux valoriser aussi nos actions, et puis en fait avoir trouvé aussi un écho auprès de nos parties prenantes, à commencer par nos salariés. Magali, vous êtes satisfaite avec cette présentation de l'outil Impact Score? Non, mais qu'est-ce que vous auriez à ajouter sur la différence entre les approches RSE classiques et l'Impact Score? Je pense que c'est intéressant ce que vous dites, Elisa, sur le fait que ça évalue vraiment à 360 degrés et qu'on ne s'arrête pas aux actions RSE classiques. On va vraiment creuser les sujets de partage du pouvoir et de la valeur. On en a beaucoup travaillé, le comité d'experts de l'Impact Score a beaucoup travaillé cette année sur tous ces sujets de gouvernance assez approfondis. Et donc, on va vraiment aller regarder la représentation dans les instances de gouvernance des personnes qui sont peut-être issues de profils moins classiques. On va aller regarder la manière dont est partagée la valeur avec les parties prenantes. On va vraiment creuser ces sujets-là de manière assez approfondie. Et je pense que c'est ce que viennent chercher les entreprises, on l'entend là aussi. Et ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et d'être dans une démarche en fait, de passage à l'action pour pouvoir... une fois qu'on a identifié les actions prioritaires à mettre en place, pouvoir agir là-dessus. En revanche, ensuite, il n'y a pas d'audit ou de conseils qui en découlent. C'est vraiment... Non, l'Impact Score, c'est vraiment un état des lieux. Voilà, c'est un autodiagnostic, donc qui est complètement gratuit, qui est diffusé très largement. Toute organisation peut s'en saisir. Et donc l'idée, c'est vraiment de remplir un questionnaire en ligne, qui reprend ces différents sujets de l'impact et de l'engagement d'une entreprise, d'une organisation. Et ensuite, on a un score global sur 100. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le détail et une lisibilité importante sur les différents sujets, à l'inverse d'avoir juste un résultat global qui ne permet pas forcément d'identifier les sujets prioritaires. Et ensuite, on a aussi des éléments de benchmark pour se positionner par rapport aux autres structures de son secteur d'activité, de son territoire. Et donc voilà, ça permet d'avoir un certain nombre d'éléments. Nous, on ne fait pas de conseils directement pour accompagner les entreprises. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, elles ont une bibliothèque de ressources à disposition avec pas mal d'éléments très concrets pour mettre en place des actions. L'outil est intéressant aussi, puisque je l'ai fait aussi côté Norcis. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur tous les dispositifs de mesure, d'évaluation RSE Impact qui existent, Impact Score est le seul à avoir réuni autour de la table tous les metteurs sur le marché pour dire en fait quel est le socle commun le plus indiscutable. Quels sont les quelques indicateurs ou thématiques d'impact qui sont incontournables sur le partage du pouvoir et de la valeur, la réduction des impacts négatifs, la création d'impacts positifs. Et donc en 2-3 heures, on arrive très facilement à faire ce travail-là, qui n'est pas possible dans d'autres types de dispositifs qui sont beaucoup plus denses, parce que il faut des choses plus denses qui soient contrôlées. C'est pas l'objectif de cet outil-là. Il est beaucoup plus là pour presque vulgariser au sens noble du terme la mesure d'impact. C'est ça qui est intéressant. Pour autant, ça suffit pas aujourd'hui à affirmer que on mesure déjà assez ce qui compte vraiment, parce que Impact Score, B Corp, les normes RSE, etc. Les sociétés à mission, c'est 2500. L'Impact Score, c'est environ 15 000 Impact Score réalisés. Et encore, c'était 3000 il y a 2 ans, donc c'est exponentiel.
Mais Bicorp, c'est 650 boîtes. On est encore infiniment petit à l'échelle du monde économique. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas affirmer qu'on mesure déjà assez ce qui compte vraiment. Malgré la qualité des outils, on est trop peu nombreux. Est-ce qu'il y a un risque aussi de simplifier des réalités très différentes ? Mais on est obligé de passer par là à un moment donné pour au moins mettre le pied à l'étrier. Et je pense que c'est le choix stratégique que fait Impact France et que c'est un bon choix parce que c'est complémentaire de tout ce qui existe par ailleurs. Mais on a un autre problème, c'est que malgré ces mesures, il faut du temps long. Il faut voir au-delà du fait qu'est-ce que ça a généré vraiment comme conséquence ou comme retombée. Et je vais prendre juste un exemple qui est le plus, je pense, universel possible pour illustrer à quel point on ne mesure pas encore assez ce qui compte vraiment. Lorsque l'on achète chacun en tant que consommateur des produits, des services, on a un prix facial qui ne restitue pas la réalité du coût qu'a nécessité la fabrication de ce produit ou de ce service. Quand demain, on verra la valeur que représente rapporter, je sais pas moi, un paquet de chips, mais c'est peut-être pas un bon exemple, mais en tout cas un produit alimentaire. Quand demain on intégrera le coût de dépollution des eaux, des sols, etc., lorsque ça a été fait avec des pratiques intensives et qui utilisent des produits nocifs pour l'environnement, le prix va tripler. Et c'est là qu'on commencera à mesurer ce qui compte vraiment, parce qu'en tant que consommateur et en tant qu'entreprise, on aura une obligation, un devoir. C'est que si on veut créer de la valeur financière, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la valeur sociale et environnementale. Donc on a deux problèmes. C'est finalement la taille du gâteau qui est certainement pas assez grand, et le fait qu'on n'a pas encore vraiment la capacité, et je pense qu'à l'heure du big data et de l'IA, on commence à être capable de le faire si on veut le faire, de créer des chaînes de causalité pour dire en réalité ce que je fabrique, il a un prix en rayon, mais il a surtout un coût pour la société qui est beaucoup plus large. Marine, sur le terrain de l'inclusion, vous le disiez tout à l'heure, vous vouliez réagir ? Oui, enfin pour l'impact. Non, mais allez-y. Sur l'impact score, évidemment, Thomas a signalé le comité des parties prenantes, le comité d'experts. Oui. C'est Magali. Voilà, et t'en fais tes membres. Moi, je fais partie du comité des parties prenantes. Oui. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'évaluations RSE qui font cette coalition entre les entreprises qui se font évaluer. C'est une auto-évaluation parce que on a aussi notre mot à dire pour à chaque fois que ce référentiel soit dans une logique d'amélioration continue et que ça soit pas une boîte noire opaque où on met on prend un temps infini pour mettre les réponses et puis il y a un score qui sort. Évidemment, je suis d'accord, il n'est pas parfait, mais encore une fois, il est opérationnel, c'est-à-dire que nous, on l'a fait le travail avec nos salariés dans un groupe de travail intra- et interrégional où on est parti de notre premier score. Ça fait 2 fois qu'on le fait. Et en fait, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un certain nombre de choses dans le domaine social, dans le domaine écologique. Gardez-en pour la prochaine séquence. Mais je rebondirais également sur l'impact score, parce que face également à la joie d'être également membre du comité des parties prenantes, nous, si on a fait le choix de l'impact score, c'est précisément pour sa simplicité, parce qu'au sein de notre réseau d'entreprises, on a des entreprises vraiment de toute taille, et ce qui est génial avec cet outil d'évaluation et d'autodiagnostic, c'est qu'il va également à Enedis, tout comme à toutes les TPE qu'on accompagne au quotidien, et qui sont, du coup, à mon sens, ça devient vraiment une première pierre, une manière de mettre le pied à l'étrier pour des entreprises qui ne sont pas encore très matures sur le sujet de leur impact et du rôle qu'elles peuvent jouer, et surtout des solutions qu'elles peuvent mettre en place. Donc, nous, ça nous sert à pouvoir faire ce premier diagnostic avec elles, des champs sur lesquels elles ne sont pas encore suffisamment bonnes, de pouvoir se comparer avec les autres entreprises de leur secteur, et ça, c'est aussi un enjeu qui est hyper intéressant, et derrière, de pouvoir accéder à des solutions pour passer à l'action. Et donc ça, nous, c'est devenu un outil qui est essentiel dans la manière dont on anime notre dynamique avec les entreprises membres du réseau et on voit à quel point c'est vertueux, clairement. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que certains effets échappent encore à la mesure de la confiance, l'autonomie, en tout cas sur le terrain de l'inclusion, pourquoi est-ce que ces notions, ces effets restent hors radar ? Alors, je dirais que c'est un work in progress en très bon français. C'est pas complètement sorti des radars. C'est simplement que parfois, je le disais, il faut accepter que ça prend du temps et que dans les temps de reporting qui nous sont imposés par nos partenaires entreprises, parfois, ça met un peu plus de temps à sortir de terre. Mais c'est la raison... ça ne nous empêche pas de pouvoir, nous, mesurer cet impact sur le temps plus long. L'enjeu derrière, c'est évidemment de pouvoir bénéficier de financements qui nous permettent de réaliser ces mesures d'impact sur le plus long terme, puisque ça nécessite de mettre en place des ressources de notre côté.
et de pouvoir évaluer à 3, 6, 12 mois après la sortie d'un programme d'inclusion vers l'emploi, si le retour à l'emploi a été vraiment pérenne, si la personne est restée en emploi dans l'entreprise ou si, malheureusement, pour une raison X ou Y, le parcours s'est arrêté là. Et FACE crée cet accompagnement un peu holistique, basé sur vraiment un accompagnement très individuel qui nous permet de garder le lien avec les personnes qu'on accompagne sur le long terme. Donc, on est en capacité de pouvoir prendre ce temps long. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir aligner la capacité qu'on a avec aussi les besoins et les attentes des entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont de plus en plus à l'écoute de ces notions-là, puisqu'on a... Certes, on est dans un moment de backlash, je pense qu'on peut se le dire, sur l'enjeu de l'engagement social, sociétal, du rôle et de la place que les entreprises doivent avoir sur ces sujets essentiels. Mais pour autant, on a la chance, en tout cas chez FACE, de pouvoir compter sur des partenaires comme Enedis qui sont présents là dans les territoires et qui nous soutiennent pour mettre en place des actions et qui sont aussi à l'écoute. Parfois, oui, il y a des projets qui fonctionnent un peu moins bien que d'autres. Les taux de sortie positifs et dynamiques ne sont pas au rendez-vous. Et la mesure de l'impact, elle nous permet justement de faire le point, de s'adapter et de réorienter la manière dont on accompagne les jeunes. Magali, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites, Marine. Moi, j'avais une question quand même. Dans quelle mesure est-ce que vous l'ajustez, l'impact score ? À quelle fréquence ? Alors, il y a une mise à jour chaque année. Et donc, c'est un processus. On collecte tout au long de l'année les retours des entreprises qui s'évaluent directement pour que ce soit vraiment des retours terrain et que ce soit concret. Et ensuite, on va proposer ces suggestions d'amélioration au comité d'experts. Donc, Thomas l'évoquait un petit peu tout à l'heure. On a rassemblé autour de la table des experts de la mesure d'impact. Oui, qui compose cette... Alors, il y a des personnes très, très différentes. Il y a les présidents des grands labels français, donc Bicorp, Positive Company, Label Lucie. On va avoir des personnes de l'AFNOR, on va avoir des personnes de l'ADEME, on va avoir... différents acteurs qui composent ce comité d'experts. Et puis, on va vraiment aller creuser les indicateurs et voir lesquels doivent être intégrés, lesquels doivent être éventuellement simplifiés, s'il y a des pondérations qui doivent être retravaillées. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit un outil utile aux dirigeants. C'est vraiment notre adage principal. C'est vraiment que le dirigeant puisse s'en saisir et que ce soit utile. Et donc, pour ça, on a besoin de retravailler les indicateurs. Donc, une fois que ce comité d'experts se rassemble et puis travaille les indicateurs et l'évolution de la mise à jour, elle est mise en ligne une fois par an. La preuve qu'à l'heure où une partie du monde économique a asséné qu'il fallait cesser d'alourdir la vie des entreprises avec des normes qui sont parfois complexes et voilà, qui les empêchent de bien faire leur boulot. On peut aussi avoir des outils simples d'accès qui mettent le pied à l'étrier de dizaines de milliers d'entreprises. Et je pense que c'est ce qui se passera. Ce sera un autre pari d'avenir, Alix, c'est que dans 5 ans, je pense qu'on aura plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui auront réalisé ce type d'exercice. Merci à tous les 4. On passe à notre prochaine séquence, le retour terrain. Il est temps de parler concret, encore plus concret, c'est retour de terrain. Elisa, on commence avec vous. Chez Enedis, comment la mesure de l'impact s'intègre dans vos décisions au quotidien ? Alors, je dirais que d'abord qu'on a un regard assez lucide et je dirais pragmatique sur notre impact, parce que on prend, en tout cas, on assume complètement ces deux facettes, à la fois positive et négative. On en parle d'ailleurs de façon assez transparente, on le dit dans nos prises de parole, dans nos publications en interne, tout simplement parce que les activités d'Enedis sont très visibles. Nos salariés le sont aussi, en fait. Par exemple, qui ne connaît pas nos voitures bleues qui sillonnent toute la France. Donc, clairement, on a une visibilité, une exposition, parce qu'on intervient, en fait, sur 95% du territoire en France. On a un ancrage territorial très, très fort. Et notre cœur de métier, c'est d'apporter au quotidien une électricité décarbonée à 95% à 39 millions de clients et de rétablir l'électricité le plus vite possible face à des crises climatiques de plus en plus nombreuses, que ce soit les tempêtes, les inondations, les canicules. Et on a aussi un rôle dans la transition écologique, parce que aujourd'hui, c'est 90% des énergies renouvelables, que ce soit les éoliens et les panneaux photovoltaïques, sont raccordés
au réseau d'Enedis, au réseau d'électricité. Et on aura aussi à jouer, on joue encore un rôle dans l'électrification des usages. Je pense que tout le monde a entendu le Premier ministre qui parlait d'un plan d'électrification d'usage où on prévoit deux voitures neuves sur 3 qui doivent être électriques à horizon 2030, les coups de pouce aux ménages qui doivent s'équiper de pompes à chaleur. Et ben, tout ceci ne serait pas possible sans Enedis parce qu'il faut aussi bien les bornes de recharge pour le raccorder et pour les voitures électriques et les pompes à chaleur, en fait, ça ne pourrait pas marcher si ils n'étaient pas raccordés au réseau. Et tout ça, on ne le fait pas seul. On le fait avec des partenaires, des prestataires, des fournisseurs. Ça crée des emplois en France. On a 99% de nos prestataires qui sont en France, qui sont localisés. Donc, 60 000 emplois environ qui sont créés chaque année grâce aux activités d'Enedis. Donc, clairement, Enedis, c'est une entreprise qui crée de l'impact positif. Mais en même temps, on est un gestionnaire d'infrastructure, donc on a d'impact négatif. Nos chantiers émettent du CO2, nos lignes aériennes ont des pressions sur la biodiversité. On est conscient de ça, on est assez transparent et en fait, on fait en sorte d'avoir des mesures d'atténuation de ces impacts. On a mis en place depuis 2023, d'ailleurs on l'a publié, une matrice de double matérialité justement qui rend compte en fait de ces impacts, que ce soit encore une fois des impacts positifs ou négatifs. L'impact score, on l'a publié parce qu'il y en a aussi qui le travaillent mais qui ne le publient pas. On l'a mis dans notre rapport de mission justement pour montrer aussi la progression. L'idée, c'est pas de dire qu'on n'a pas d'impact positif ou négatif. L'idée de dire qu'est-ce qu'on met en place. On est une société qui fait des actions, qui agit parce qu'elle est consciente de les doubles faces de ces impacts. Sur l'impact score, on l'a aussi proposé, on l'a fait aussi avec nos salariés. Les salariés ont mis même un nouvel outil en s'inspirant de l'impact score pour toute décision opérationnelle. Et donc, on va montrer cet outil au prix de Enedis Innov cette année. Parce que vraiment l'outil est compréhensible dans toutes ses dimensions. Et à nos fournisseurs, nous l'avons aussi proposé, l'impact score, tout simplement parce que... Et comment ils se l'approprient alors, vos fournisseurs ? En fait, on a fait une feuille de route commune RSE avec nos parties prenantes, fournisseurs et prestataires de travaux, parce qu'on a dit, voilà, on a envie d'avancer, on n'a pas envie d'avancer seul et on a envie que toute la filière avance avec nous. Il faut savoir que les achats d'Enedis constituent un peu moins de 5 milliards par an. Donc, on est un grand donneur d'ordre dans toutes les régions en France, dans les territoires. Et donc, on a dit, on l'a fait nous, cet impact score. Donc, d'un point de vue exemplarité, ça jouait. Et dans cette feuille de route de mission, on a mis quelques orientations. La première était d'ancrer la RSE dans le quotidien de toute la filière, donc avec un certain nombre d'outils. Et on a également encouragé à ce que les fournisseurs puissent utiliser les prestataires aussi. Donc vous avez créé des outils internes inspirés de l'impact score quelque part. Voilà, beaucoup plus opérationnels pour toutes choses. Et est-ce que ça transforme vraiment les pratiques ? C'est pas juste une exigence supplémentaire pour eux, quoi. Bien sûr. Alors il y a tout un faisceau d'actions qui transforment les pratiques. Nos salariés sont très fiers de travailler dans une entreprise à mission. On a une feuille de route de mission, on a un comité externe qui nous challenge en bienveillance. On a mis un représentant de la nature, ça va dire quelque chose à Thomas, dans notre comité de mission parce qu'on a Gilles Boeuf. Donc clairement, on est dans un environnement d'experts et de gens engagés qui nous challenge, y compris nos salariés qui posent des questions très très pertinentes et qui remet en cause un certain nombre de pratiques et on change nos pratiques pour aller vers des pratiques plus vertueuses. Et les mentalités mettent forcément un petit peu de temps à changer. Quand on positionne un nouveau type d'indicateur, nous à l'époque on a mis par exemple l'intensité carbone sur le chiffre d'affaires, ça a été un signal pour dire maintenant on veut regarder les deux de façon corrélée et donc on saura dire quelle est la création de valeur financière qui est la moins destructrice par ailleurs.
c'est pas dès le lendemain que les directions commerciales et fonctions de direction de nos agences se sont instantanément saisies du sujet pour transformer les feuilles de route commerciales. En revanche, elles ont commencé à regarder un petit peu différemment le type de secteur qu'elles voulaient adresser, le type de compte qu'elles voulaient développer plus ou moins. Et c'est là que je trouve intéressant le fait de décliner des outils qui soient adaptés, spécifiques au métier d'Enedis, au métier de Norcis, au métier de FAS, etc. C'est de créer des versions, pas meilleures, mais des versions plus pertinentes pour des contextes qui sont différents. Et parce que pour que la culture d'entreprise, elle change, et que, donc que les humains qui sont dedans changent, il faut forcément un petit peu de temps au départ. Ça vient être en friction avec des habitudes opérationnelles qui sont difficiles à faire changer. Et, Marine, c'est votre cas aussi chez FAS. Vous êtes inspiré, vous avez des outils qui sont inspirés de l'Impact Score? Alors, je ne le présenterai pas aussi directement. Étant donné qu'on est une fondation reconnue d'utilité publique, on a dû nécessairement créer nos propres indicateurs, mais on utilise l'Impact Score dans la manière dont on va animer et mieux comprendre les besoins et les enjeux de nos entreprises partenaires. Donc finalement, évidemment, le lien se fait in fine sur le terrain, bien sûr. Mais dans notre démarche de mesure d'impact, on a été accompagné évidemment par un cabinet extérieur, justement pour s'éloigner du biais qui serait de dire j'aimerais bien qu'on oriente le résultat de la mesure d'impact vers une direction qui m'arrange. Donc on avait fait appel à un observateur externe pour nous aider à pouvoir matérialiser des indicateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenant s'autonomiser et pouvoir le faire de manière beaucoup plus régulière et aller à la rencontre du coup des collaborateurs d'entreprise qui sont un peu plus de 8000 à s'engager à nos côtés chaque année sur des actions qui peuvent être très ponctuelles, aller dans un collège, présenter son métier à une classe de collégiens pour ouvrir le champ des possibles dans un monde où on sait qu'en France, un collégien de quartier politique de la ville a en moyenne 5 métiers en tête au moment où il se pose la question de son orientation scolaire. Donc FAS agit en passant les portes de l'entreprise avec des collaborateurs pour pouvoir justement ouvrir les perspectives à ces jeunes et leur montrer que finalement tout est possible et tout est accessible. Donc ça, c'est sur le champ de l'éducation et de l'accès à un choix d'orientation qui soit vraiment véritablement choisi en conscience. Sur le champ de l'inclusion vers l'emploi, on a des actions qui nous permettent d'accueillir aussi des collaborateurs d'entreprise sur nos programmes, que ce soit sur des ateliers coaching, du parrainage, du marrainage, des ateliers de reprise de confiance en soi, j'en parlais. Et in fine, ce qu'on voit, c'est que pour le collaborateur qui s'engage, et je pense, Elisa, vous le voyez au quotidien, chez les collaborateurs d'Enedis qui s'engagent, que ce soit chez FAS ou ailleurs, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience du rôle que l'entreprise peut et doit avoir en matière d'engagement sociétal. C'est aussi des chiffres qu'on actualise chaque année grâce à un partenariat qu'on a avec Opinionway qui nous permet d'éditer un baromètre de justement des attentes des collaborateurs d'entreprise vis-à-vis des entreprises sur ce sujet de l'impact, qui est extrêmement intéressant et qui voit que chaque année, que ce soit sur l'impact social ou environnemental, dans la tête des salariés, c'est évidemment hyper important de pouvoir avoir les clés et un espace pour agir. Et ça se matérialise très bien chez FAS, puisqu'on accueille du coup des collaborateurs pour le faire. Et in fine, une fois qu'ils sortent des programmes de FAS, une fois qu'ils se sont engagés, souvent ils reviennent déjà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et 100% des collaborateurs qui s'engagent avec FAS disent qu'ils ont un sentiment d'appartenance à leur entreprise et un sentiment de fierté qui en émane. Donc on voit bien que c'est gagnant-gagnant aussi pour l'entreprise qui décide d'allouer du temps à ses collaborateurs. Et si je vais un peu plus précisément dans la mesure d'impact, on voit que 53% des collaborateurs qui s'engagent avec nous renforcent donc leur adhésion à l'entreprise, 36% qui repartent avec un sens et davantage d'épanouissement au travail. Donc on voit qu'en termes de coûts évités, de bien-être au travail, le rendez-vous aussi, on est au rendez-vous plus précisément. Et enfin que 29% des collaborateurs qui s'engagent avec nous acquièrent de nouvelles compétences. Donc FAS, c'est ce réseau d'entreprises, plus de 5000 entreprises qui sont engagées dans les territoires à nos côtés et qui, grâce au levier et au temps de leurs collaborateurs, à leur expertise, nous permettent d'accompagner chaque année plus de 400 000 personnes vers l'inclusion. Magali, est-ce que vous avez d'autres exemples un peu phares d'entreprises qui ont créé des outils, leurs propres outils internes inspirés de l'Impact Score? Alors en général, ce qui se passe, c'est que plutôt elles vont utiliser l'Impact Score et le déployer au sein de leur écosystème. C'est de cette manière-là que ça fonctionne en général. Et on parlait tout à l'heure du trop petit volume d'entreprise qui fait l'exercice de la mesure d'impact. En fait, nous, aujourd'hui, on s'appuie vraiment sur des relais, sur des prescripteurs qui sont des différentes parties prenantes des entreprises. Donc, on va avoir des financeurs, des acteurs bancaires, des collectivités territoriales, on va avoir des incubateurs, vraiment pas mal de parties prenantes des entreprises qui vont déployer
l'impact score au sein de leur propre écosystème. Et souvent, c'est plutôt de cette manière que ça fonctionne. C'est aussi un enjeu de simplification pour les dirigeants, puisque au lieu d'avoir un questionnaire de sa collectivité, un questionnaire de la partie prenante numéro 1, de son client, etc. On va pouvoir faire son impact score et ensuite le partager à l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc, c'est vraiment le message qu'on porte. Et pour ça, ce qu'on permet de faire, c'est que les prescripteurs, donc comme les clubs de la Fondation FAS, par exemple, qui utilisent l'impact score au sein de leur écosystème auprès de leurs différents acteurs, ils vont pouvoir piloter dans un tableau de bord les données impact score des entreprises avec lesquelles ils travaillent et donc pouvoir avoir une donnée consolidée aussi sur l'ensemble d'un portefeuille, parce que quand on parle de mesure d'impact, c'est intéressant sa mesure d'impact direct, et puis il y a la mesure d'impact consolidée aussi quand on agit avec beaucoup de structures différentes, de pouvoir voir ce que ça donne quand c'est consolidé. Et quand une entreprise fait son premier impact score, vous allez répondre aussi, est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle pense faire et le moment des résultats ? Alors, je pense que c'est plutôt Elisa qui devrait répondre. Vous n'avez pas de retour là-dessus global ? Alors, en fait, c'est donc le calcul, l'affichage du score, il est instantané. Ce qui est intéressant, c'est plutôt dans le sens d'entreprises qui nous disent, en fait, en faisant mon impact score, j'ai vu que j'avais des bonnes notes sur tel et tel sujet. Et je pensais même pas que c'était de l'impact, en fait. Je pensais que, voilà, moi, je le faisais. Ça peut être... Alors, moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, mais c'était... justement une entrepreneuse qui était en quartier prioritaire de la ville, et du coup elle avait en remplissant le questionnaire, elle avait indiqué donc son profil, etc., et elle voyait que ça lui rapportait des points dans son questionnaire, dans son impact score, alors que pour elle c'était juste normal et elle voyait même pas pourquoi c'était différent en fait quand on était sur des... Alors que nous on a eu l'inverse, puisqu'en fait on n'avait jamais regardé quelle était la part de nos effectifs qui étaient issus de quartiers prioritaires de la ville, et en le faisant alors qu'on se pensait mature, et on l'est sur un certain nombre de sujets, on s'est rendu compte qu'on avait un angle mort, et il peut en y avoir d'autres. Donc à la fois, c'est prendre conscience de ses forces et de se rendre compte que peut-être parfois on a complètement omis certains sujets de société qui sont ceux de rendre accessibles. Et donc vous avez pris des mesures en conséquence ? On essaye, mais en l'occurrence dans nos métiers où nos clients nous demandent du bac+7, c'est un petit peu difficile parfois parce qu'il faut que toute une filière se mette en œuvre et que dans les écoles aussi ce soit plus inclusif, etc. Mais ça n'exclut pas qu'on essaie de faire des efforts. Et que par exemple on puisse se dire un jour peut-être qu'à profil égal, il faudrait qu'on soit capable de faire un choix qui soit un choix prioritairement en faveur de gens qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Ça s'appelle la discrimination positive. Et c'est pas un choix qu'on a fait aujourd'hui, mais ça pourrait devenir une des options si demain on jugeait que c'était nécessaire pour vraiment rendre ces jobs plus accessibles. Qu'en est-il chez Enedis ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Combien on a chez Enedis en impact score Alors, la première évaluation date de 2024. De mémoire, on avait 78 et en 2025, 83. Donc, on a... C'est très élevé pour une boîte de cette taille-là. On a progressé, oui. La moyenne, c'est 54. Et je dirais, en fait, tout est en plus... Même si c'est une auto-évaluation, les éléments de réponse, les commentaires, tout est public. Donc, on ne va pas inventer des indicateurs ou des mesures qui n'existent pas pour, on va dire, faire augmenter la note. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert ou en fait, une première mesure de prise un peu phare Pour revenir à les jeunes, les issus des quartiers prioritaires, nous, on a eu une difficulté. Alors, on sait que ça existe parce que, clairement, on travaille beaucoup avec des personnes qui ont entre bac plus 2. Ça fait partie, en fait, de recrutement que nous faisons, encore une fois, dans 95% de territoires en France, mais l'adresse n'étant pas quelque chose d'obligatoire légalement au niveau des dossiers RH, on n'a pas pu faire le matching. Donc, on voit que c'est important, mais on ne peut pas mesurer, là, pour le coup, pour des raisons légales. Mais pareil, sur le partage, je le disais, un partage de la valeur entre les parties prenantes, on a aujourd'hui un accord d'intéressement qui est basé sur pas seulement quelques critères financiers, mais surtout des critères métiers. Donc, on a eu un très bon score sur tout ce qui est limitation ou des écarts de rémunération. Évidemment aussi, on a un très bon score, et donc du coup, ça nous donne aussi des idées pour mettre en valeur un certain nombre de choses dans d'autres publications ou même auprès de notre comité de mission. Et je terminerai juste par dire que les angles sont les angles pris
par Impact Score sont très intéressants parce que, encore une fois, on n'est pas focalisé sur l'impact négatif. On dit comment on limite socialement, écologiquement. On a cette partage de la valeur partage de pouvoir qui est évidemment très fort aussi chez Enedis et donc très important. Et on va aussi sur ce qu'on appelle stratégie à impact positif. Donc, ça permet aussi aux entreprises, sans que ça soit de greenwashing, d'assumer que, oui, les entreprises, en tout cas certaines, ont des impacts positifs et il ne faut pas se le cacher. Parce que dans ce backlash, il y a aussi ce contre-courant qui dit que voilà, le peu qu'on fait de positif, parfois on ne le dit pas et donc c'est très dommage. Merci beaucoup à tous les quatre. On passe à notre dernière séquence. Et on termine avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil ou une actualité qui vous inspire. Tout le monde a planché. C'est parti, Elisa, vous commencez. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on a envie aujourd'hui à Enedis, et je pense avec pas mal d'entreprises engagées, c'est que la mesure d'impact devienne notre boussole et que ce soit nos entreprises, nos prestataires, nos fournisseurs. Et aujourd'hui, vous l'avez aussi dit, Alix, en introduction, c'est une question de politique et on parle beaucoup de souveraineté. On parle rarement de souveraineté de la RSE. Et aujourd'hui, je trouve que par rapport à l'actualité qu'on a eue il y a quelques jours, cette mesure d'impact, il est plus ou moins menacé parce que on parle toujours de la matrice de double matérialité, c'est-à-dire de prendre à la fois compter l'impact de l'entreprise dans son environnement, que ce soit la société et la planète, et les évolutions sociétales, environnementales, comment elles peuvent impacter d'un point de vue financier les entreprises. Et aujourd'hui, on voit que sous l'autel de la simplification, notamment en Europe, pour la CSRD, on risque d'aller vers la simple matérialité, c'est-à-dire tout ce qui compte, c'est juste comment les évolutions impactent nos entreprises et plus comment les entreprises impactent l'environnement, la planète et la société. Donc le pari d'avenir, et je dirais le combat d'avenir pour nous, ça serait de bien maintenir cette double matérialité qui existe depuis longtemps et qui fait que ça fait la différenciation européenne et française au service d'une planète tout simplement meilleure. Très bien, merci. C'est donc un cap, votre pari d'avenir. Magali. Alors moi, j'aimerais mettre en lumière la nomination d'Adrien Bilal au prix du meilleur jeune économiste qui a eu lieu il y a quelques jours pour le récompenser de ses travaux sur le coût de l'inaction climatique. Et en fait, il démontre les conséquences macroéconomiques du changement climatique et notamment le fait que pour 1 degré supplémentaire de réchauffement global, la chute du PIB est d'environ 20%. Et donc, du coup, il fait des analyses sur l'historique, sur les décennies passées. Et puis sur le futur, avec une estimation d'une chute du PIB d'environ 50% d'ici la fin du siècle, s'il n'y a pas de changement, ou en tout cas qu'on continue sur cette croissance classique qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que c'est très important de souligner ce genre de travaux, ce genre d'initiatives, parce que ça permet de rendre très factuelle, très concrète, en fait, l'impact de cette inaction et qui va toucher les entreprises, le monde économique de manière générale. Donc, je pense que c'est un moyen de sensibiliser les décideurs politiques et économiques à l'importance de prendre des actions avec un chiffre comme ça qui est quand même assez parlant et qui montre bien que si la planète brûle, en fait, l'économie brûle aussi. Donc une personnalité à suivre. Merci beaucoup Magali. Marine. Et moi, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une association qui n'est pas celle que je représente, la Fondation Agir contre l'exclusion, mais qui s'appelle les Bureaux du Cœur. Puisque elle m'a vraiment évoqué quelque chose qui me révolte au quotidien. Aujourd'hui, il y a plus de 350 000 personnes qui sont sans abri en France. Et face à ce combat-là, sachant qu'il y a encore 10 ans, elle n'était que, entre guillemets, 140 000, donc on est sur une explosion faramineuse du nombre de personnes en situation de rue, les entreprises ont également un rôle à jouer dans ce combat. Et les Bureaux du Cœur les accompagnent pour mettre à disposition leurs bureaux, ouvrir leurs portes, mobiliser leurs collaborateurs pour faire en sorte que les bureaux qui en France sont occupés seulement 30% du temps
puissent devenir des lieux d'accueil, de répit pour les personnes qui en ont besoin. Donc d'hébergement, littéralement. Tout à fait, de manière à initier des parcours de sortie de rue. Et c'est aussi une association que j'aime beaucoup à titre professionnel, puisqu'elle travaille de plus en plus avec notre réseau d'acteurs locaux, les clubs FAS dans les territoires, comme je le mentionnais précédemment, dans la mesure où on crée des coalitions avec nos entreprises partenaires dans les territoires, où FAS s'occupe du volet d'inclusion vers l'emploi, là où les bureaux du cœur mettent à l'abri et offrent un hébergement aux personnes qu'on accompagne. Merci beaucoup, Marine. Thomas, pour terminer. Ce sera très complémentaire. En tout cas, je vois que sans se concerter, on a tous les quatre eu des angles très, très différents. Oui, c'est bien. Moi, je voudrais parler de démocratie. Parce qu'en réalité, mesurer ce qui compte vraiment, c'est apporter des preuves et des faits qui sont fondamentalement nécessaires et utiles pour qu'on puisse avoir des débats basés sur ces faits et ces preuves, plutôt que basés sur des opinions qui aujourd'hui ont tendance à avoir trop le pas sur les faits et font que notre démocratie n'est peut-être plus aussi vivace qu'elle n'a pu l'être par le passé. Et aussi, je mentionne cela, c'est aussi pour mettre à l'honneur un travail que je trouve très utile, ce petit précis en quelque sorte qui a été, je vais le montrer là, voilà, qui a été publié tout récemment par notamment Tony Bernard, qui est le DG de l'Impact Tank, et un enseignant-chercheur titulaire d'une chaire à la Sciences Po Bordeaux qui s'appelle Timothée Duverger sur l'économie sociale et solidaire, qui évoque le rôle que peut jouer la mesure de l'impact et de ses capacités à mesurer les conséquences sociales et environnementales des activités économiques pour produire des faits qui sont utiles à un débat démocratique qui permet à nous, citoyens, citoyennes, de prendre des décisions éclairées. Et ces décisions éclairées, elles valent autant pour la vie perso que pour la vie professionnelle. On l'a évoqué aujourd'hui, des entreprises qui prennent des décisions sur la base de mauvais indicateurs ou d'indicateurs trop incomplets sont en train de faire des choix qui sont très dangereux pour leur pérennité à l'avenir. Et au-delà des entreprises, se jouent en ce moment des enjeux majeurs sur la vitalité de nos démocraties. Et donc, je trouvais important d'évoquer cela à la lumière de ce beau travail qu'ont fourni ces deux personnes et toutes les autres qui sont derrière. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. C'était très complet, très complémentaire. Merci donc à Elisa Madavi, directrice RSE chez Enedis. Merci à vous, Marine Lefebvre, directrice de l'engagement des entreprises de FAS. Et enfin, merci Magali Le Retail, responsable de l'Impact Score chez Impact France. Merci à toi, Thomas. On se dit à dans 2 semaines. À très bientôt sur Be Smart for Change.